Bonjour et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous parle de psychologie, mais surtout qui vous aide à mieux vous connaître pour mieux vous soigner. Je m'appelle Nina, je suis psychologue et psychothérapeute, et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de tout ce qui est emprise psychologique. Vous savez probablement, ou pas, parce que les gens autour de moi n'ont pas entendu parler de ça, alors que moi m'a retourné le cerveau. Vous avez probablement entendu parler de l'affaire Léo Grasset, qui a été accusé de violence psychologique, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. Je vous ai ouvert l'article de Mediapart. Euh, Léo Grasset, qui en fait qui tient la chaîne de sciences, de vulgarisation de sciences, Dirty Biology, a été accusé par 8 femmes, si j'ai bien compris, de violences de toutes sortes, psychologiques, sexuelles malheureusement, euh, d'encouragement au harcèlement, de harcèlement. Donc c'est quand même des accusations très fortes. Et bon, moi j'ai rien à dire dans la situation, dans le cas, l'affaire Grasset, mais j'ai vu tourner plein de choses sur l'emprise psychologique et toutes les dérives, tous les trucs autour de ça. Et je me suis dit, waouh, ça vaut peut-être le coup d'en parler à plusieurs niveaux, d'en parler de manière théorique, de venir expliquer ce que c'est en fait l'emprise psychologique, de venir dire ce que c'est que le harcèlement, euh, de venir expliquer comment un groupe peut en arriver à ça, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes devenir des bullies, des agresseurs, alors qu'on n'aurait jamais pensé faire ça, alors que c'est éloigné de nos valeurs au possible. Euh, Voilà, ça m'a vraiment donné envie de venir parler de tout ça, des conséquences de tout ça, et aussi, parce que c'est aussi le but de la chaîne, de venir parler de comment on s'en sort en fait. Comment on se sort de ces situations d'emprise. Comment on se sort de ces relations. Alors là, ici, c'est apparemment des relations plutôt romantiques, plutôt affectives. Mais ça peut être une relation parentale, ça peut être un parent qui est comme ça peut être un enfant d'ailleurs, adulte, ça peut être des collègues, la hiérarchie, ça peut être des amis. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui se limite, c'est pas quelque chose qui se limite aux relations, on va dire, amoureuses au sens très très large. Euh, donc commençons par le commencement. Si on regarde quelle est la définition de l'emprise psychologique, donc on a journal santé de femmes, etc., etc. On va prendre passeport santé parce qu'ils sont quand même assez reconnus du côté de passeport santé par rapport à ça. Enfin, ils ont quand même des bonnes sources et tout d'habitude. Et de toute façon, je vais faire un peu le tour. Évidemment, j'ai un peu préparé la, le live et ils disent tous plus ou moins la même chose, hein. Donc en gros, l'emprise psychologique est une forme de violence, d'ascendance, de manipulation mentale, voire de torture psychique, utilisée par une personne sur sa victime pour parvenir à ses fins. C'est un mécanisme souvent progressif, insidieux et récurrent qui brouille les pistes et finit dans les cas extrêmes par dépouiller la victime de son libre arbitre et de sa personnalité. Est-ce que ça fait pas un peu film d'horreur? Perso, je trouve que si, quand même. En gros, avoir une emprise psychologique sur quelqu'un, c'est avoir une espèce de domination sur elle, qui est surtout une domination mentale, qui peut aussi du coup avoir des dérives physiques. Mais en gros, on va avoir quelqu'un qui va embrouiller l'esprit de l'autre, alors par plusieurs techniques dont on va parler. Euh, le fait d'embrouiller l'autre va lui permettre de, entre guillemets, lui faire faire ce qu'il veut. Et
comme ils le disent ici, souvent, c'est quelque chose qui se fait vraiment petit à petit, qui commence par de la séduction. On va dire à la personne ce qu'elle a envie d'entendre, on va lui... En fait, les personnes qui font ça sont des personnes plutôt empathiques, mais qui vont utiliser cette empathie pour attraper un peu leur proie, si vous voulez. Et donc, ils vont les attirer, ils vont les séduire, etc. Et puis, petit à petit, va commencer ce jeu de manipulation. Je mets des guillemets parce que toutes les personnes qui sont dans ce genre de relation ne font pas ça consciemment. On reviendra sur pourquoi les gens font ça. Mais en gros, la deuxième étape, ça va être de commencer à faire du chaud-froid. En français, on appelle ça du chaud-froid. En anglais, on va dire du push and pull, c'est-à-dire du pousser-tirer. C'est-à-dire repousser la personne puis la réattirer à soi. Et ce côté chaud-froid, ce côté push and pull, ça va faire que petit à petit, la personne en face, elle va avoir son cerveau qui va s'embrouiller. Elle va perdre ses points de repère. Et dans les moments de chaud, dans les moments où il tire vers lui, la personne va dire tout ce que l'autre a envie d'entendre, à quel point elle est géniale, extraordinaire, à quel point elle est belle, à quel point elle est, excusez-moi, elle est unique, à quel point il est fier d'elle, à quel point il est, voilà, tout ça. Et dans les moments de froid, dans les moments où il pousse, où il repousse l'autre, en fait, il va la démonter, il va l'humilier, il va l'agresser, l'insulter. Avec tout ça, évidemment, c'est tout un éventail de manières de faire. Il y a vraiment tout un, pas un spectre, mais enfin, d'intensité. Euh, et donc voilà, ça peut être, chez certaines personnes, peut être plus léger. Ça ne veut pas dire que les conséquences sont moindres. Et puis il y a d'autres gens chez qui c'est vraiment très très fort. Et tout ça, ça va faire que petit à petit, la personne elle va perdre ses repères. Donc là, on va dire la victime, même si je n'aime pas ce terme. La victime va perdre ses repères et de plus en plus ne plus savoir vraiment ce que elle veut, ce dont elle a besoin, quelles sont ses limites, parce que il va tout le temps la tirer, la pousser, lui faire du chaud-froid. Et en plus de ça, il va une deuxième technique par-dessus, c'est qu'il va ce qu'en anglais ils appellent ça la gaslighter, donc de gaslight, où en fait l'idée c'est qu'en français on dirait il va l'embrouiller, il va la mettre dans le flou et tout ce qu'elle dira sera retenu contre elle. Donc en gros, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. On doit tout le temps marcher sur des œufs parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir à ce qu'on a dit ou à ce qu'on va dire. Et de toute façon, tout ce qu'on dit, c'est jamais bon. Euh, Par chance, genre vraiment c'est le loto, tout d'un coup, ah, ce jour-là, il le prend bien. Mais tout ce qu'on dit, c'est vraiment retourné contre soi. Donc, dès que la personne va essayer de mettre ses limites ou exprimer ses besoins, etc., ça va lui être retourné dans la figure. Je ne sais pas si c'est très clair, vous me dites dans le chat si jamais c'est pas très clair. Et du coup, la troisième étape, ça va être l'isolement. Donc petit à petit, l'agresseur va isoler sa victime. De nouveau, c'est vraiment pas les termes que j'apprécie, mais c'est un peu pour avoir plus facile au niveau du vocabulaire. Et c'est comme la personne est de plus en plus isolée, parce que par exemple, il va dire oui, mais ta famille, je sais pas, elle est nulle, j'ai pas envie de les voir, ou ils m'énervent, ou ils te respectent pas, tu mérites mieux qu'eux, ils te lavent le cerveau. Enfin, vraiment, ça peut être toutes sortes d'excuses, de raisons. On va pas voir ta famille ou tes amis. De toute façon, franchement, qu'est-ce que tu fais à traîner avec eux? C'est pas des gens qui te méritent. Ou bien vraiment, c'est des bouseux. Pourquoi tu vas les voir, etc. Et petit à petit, donc ça peut aller de ça à faire une punition émotionnelle quand la personne va voir ses amis, plus lui parler pendant toute la soirée, ou bien faire des crises quand la personne va voir ses amis.
Et ça peut aller de tout ça à vraiment de la violence ou des insultes, enfin, physiques, ou vraiment de la violence, aussi verbale. Donc c'est tout un champ du plus petit au plus grand, sachant que le plus petit fait déjà extrêmement mal. Et tout ça, ça va faire que petit à petit, la victime, de nouveau je mets des guillemets, va perdre de plus en plus confiance en elle, de plus en plus son estime d'elle-même, parce qu'en fait, elle perd tous ses repères. En général, c'est des gens qui vont dire, mais j'arrive plus à réfléchir en fait, je sais plus ce que je veux, je sais plus où sont mes limites, je n'ai aucune idée de quoi j'ai besoin, je suis complètement déconnectée de moi-même. Et quand ils sont par exemple avec leurs amis, s'ils en ont encore, j'espère pour eux, quand ils sont avec des amis, ils vont dire une chose, ils vont être plutôt clairs avec eux-mêmes, parce que en général, les amis, ils sont pas comme ça. Et donc là, ils vont réussir à exprimer leurs besoins et tout. Puis, ils vont passer de nouveau avec leur agresseur. Et là, ils vont repenser complètement l'inverse. Mais c'est pas tellement que eux, ils pensent l'inverse, c'est plus que l'agresseur va réussir à retourner de nouveau ce qu'il pense à son avantage à lui pour que ce soit comme lui il veut. Ok. Et on va avoir plusieurs types de personnes qui vont être entre guillemets des agresseurs. On va avoir des gens qui sont véritablement, de nouveau, véritablement, qu'est-ce que ça veut dire, mais des manipulateurs qui font ça avec une intention de nuire pour faire du mal et à la limite prendre du plaisir à abuser de l'autre. Et parmi ça, on peut avoir des pervers narcissiques. On va avoir ceux qui sont en fait eux-mêmes tellement dans de nouveau, hein, c'est pas pour les excuser, mais pour essayer de mettre un peu de sens. On va avoir des gens qui eux-mêmes sont tellement pas bien en fait dans leur vécu, dans leur tête, dans leur corps, dans tout ça, qui font vivre des choses aux autres qui sont terribles. Euh, et qui trouvent un sentiment de contrôle, je mets des guillemets de nouveau, seulement dans le fait de contrôler l'autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc, ce genre de personne n'a pas nécessairement une intention de nuire, c'est plus une intention de se protéger eux, mais qui du coup nuit à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, il y a tout un spectre de nouveau de types de personnes qui peuvent être là-dedans. Mais c'est pas toujours intentionnel. Et deuxième point très important, c'est pas toujours que la personne mentait. Je veux dire, peut-être que quand cette personne vous disait qu'elle vous aimait vraiment. Ça remet en rien en question l'amour que l'autre peut vous porter. C'est pas tellement ça la question. La question, c'est le type de relation qu'il vous propose. Donc là, je fais une parenthèse, mais c'est une parenthèse super importante et je vous renvoie, je mettrai le lien à ma vidéo sur les relations toxiques. Je le note. Mais il y a une grande différence entre faire des compromis dans un couple, où on peut, dans un couple plutôt n'importe quel type de relation, mais dans un couple ça se sent très fort, faire des compromis dans un couple où on va chacun exprimer nos besoins et nos limites, et puis on va essayer de négocier pour que tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est faire des compromis. C'est très différent, enfin ça n'a rien à voir avec se compromettre. Et ce qui se passe dans les relations d'emprise psychologique, c'est que l'agresseur, de nouveau avec des guillemets, ne va pouvoir proposer à l'autre qu'une relation dans laquelle l'autre ne peut que se compromettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une relation où je n'existe plus. Mes besoins, mes limites n'existent pas. Mes envies à moi n'existent pas. Tout ce qui existe, c'est ce que l'autre veut. Ce que, de nouveau, entre guillemets, l'agresseur veut. Donc c'est très différent. Mais ça ne veut pas dire que l'agresseur le fait spécialement par méchanceté. C'est quand même très important. Et ça ne veut pas dire que nécessairement il ne vous aimait pas. Peut-être qu'il vous aimait, mais qu'il ne sait pas être autrement en relation que ça.
Et le fait que quelqu'un vous aime mais vous agresse ne diminue pas la gravité du fait qu'il vous agresse. Très important. Je sais que c'est des choses qui peuvent paraître contradictoires, mais ça l'est pas. Ça peut être paradoxal, ça je peux encore en discuter, mais c'est une grande différence. De nouveau, je vous renvoie à cette vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse, mais c'est pour moi, la manière dont je vois les choses, c'est que l'amour est quelque chose d'inconditionnel. Je pense pas qu'on puisse choisir d'aimer quelqu'un, d'être attiré par quelqu'un. Je pense pas qu'on peut choisir d'arrêter d'aimer quelqu'un. Par contre, je pense que la relation est conditionnelle. Le type de relation que tu vas me proposer, ça c'est conditionnel. Et une relation dans laquelle je dois me compromettre, une relation dans laquelle je n'existe plus, où il n'y a que tes besoins et tes désirs à toi qui existent, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, j'ai lu un article, je vous mettrai les références en commentaire. J'ai oublié de prendre les feuilles avec moi ici. Mais j'ai lu un article où l'auteur ou l'autrice parlait de vampirisation, mais c'était pas elle-même qui. Elle reprenait elle-même le terme que quelqu'un d'autre avait inventé. Elle parle de vampirisation, ce que je trouve très intéressant comme terme, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe. Souvent, de nouveau pour ne pas faire de généralité, et je sais, j'ai mis l'article de Mediapart en fond parce qu'il faut bien que je mette en fond, mais ici, moi, je fais pas l'analyse psychologique de Léo Grasset, hein. Je veux dire, le gars, je le connais pas. C'est ma porte d'entrée pour vous parler de ça parce que j'ai été fort euh, surprise et en même temps pas tellement surprise de lire ce que les gens comprenaient par emprise psychologique, et donc j'ai envie d'éclaircir ce point-là, mais je vous dis pas du tout que Léo Grasset est comme ça, j'en sais rien, je le connais pas. Mais donc, souvent les gens qui sont dans ce genre de fonctionnement, les agresseurs dominants, je sais que dans la littérature on parle beaucoup aussi de dominants, sont des gens qui souvent en fait, et ça vous allez, je sais je fais des grandes parenthèses, hein, mais vous me suivez, je suis sûre que vous me suivez. C'est très important, je rappelle, ça peut aussi, donc, ça peut aussi être un parent. Et on va souvent le sentir chez les parents d'ailleurs, les parents entre guillemets toxiques, ou qui ne peuvent être que en relation toxique. On va le sentir aussi dans, dans des collègues, etc., des amis. Souvent, ces personnes qui vont être dominants, slash agresseurs, slash tout ça, sont des gens en fait qui ne tiennent sur rien, si ce n'est un point. Et ce point, c'est le point narcissique. C'est le point. C'est une chaîne de vulgarisation, donc je vous le simplifie, c'est un concept assez complexe. Mais c'est le point d'estime d'eux-mêmes. Vous voyez que je mets des guillemets, pour ceux qui font qu'écouter et qui ne voient pas ma tête et mes mains. Si vous voulez, c'est des gens qui ne tiennent que sur, par exemple, l'image qu'ils renvoient ou sur ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et si vous leur retirez ça, en fait, il y a rien d'autre. Et c'est pour ça que c'est souvent des gens qui vont se croire mieux que tout le monde, qui vont toujours être sûrs qu'ils ont raison. Et c'est surtout pour ça que c'est des gens qui sont incapables de se remettre en question. Et c'est pas tellement qu'ils sont incapables de se remettre en question, ils ont probablement la capacité quelque part, mais ils n'ont pas la possibilité d'utiliser cette capacité de remise en question, parce que s'ils se remettent en question, le risque est tellement grand qu'ils perdent ce seul et unique point sur lequel ils tiennent. Vous savez, la capacité de remise en question, ça demande d'avoir un socle où si je remets en question ce point, et que du coup il est un peu branlant, je peux me tenir sur mes 4 autres points. Et si je remets en question ces 2 points, bah, j'ai encore 3 points sur lesquels je peux me retenir. Et si je réalise après ma remise en question qu'en fait là ça s'effondre, mais je peux encore tenir sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, pour ce genre de personnes, la remise en question est impossible parce que quand vous tenez sur un seul point, vous n'allez pas commencer à le remettre en question et à le faire trembler et peut-être à risquer qu'il se casse la gueule. Et du coup, vous allez vous effondrer.
C'est impossible. Et c'est pour ça que souvent les gens qui sont avec des personnes qui ont une espèce d'emprise sur eux, c'est des gens qui, eux, donc les gens qui sont avec ces gens-là, sont des gens qui, eux, savent vraiment bien se remettre en question. Et ça va être quelque chose qui va être utilisé par le dominant slash agresseur contre lui. Parce qu'en plus de ça, il trouve ça, en général, euh, très... il trouve que la remise en question est une espèce de signe de faiblesse. Puisque lui, se remettre en question, ça va le rendre faible, parce que ça tremble. Et donc, il considère que les autres sont faibles parce qu'ils se remettent en question et ils vont utiliser cette capacité de remise en question contre la personne. Et moi, je trouve ça super important parce que ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui prend une de vos forces. La remise en question, pour moi, c'est une grande, grande force dans la vie et qui la retourne contre vous parce que pour lui, c'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est super important à retenir. Et du coup, pour les victimes de ces gens, c'est extrêmement frustrant parce que c'est des gens qui vont souvent être incapables de se remettre en question et incapables de reconnaître ce qu'ils ont fait et à toujours renvoyer sur l'autre. Mais si j'ai été jusque-là, c'est parce que tu. Mais si j'ai fait ça, regarde ce que tu me fais faire. Regarde ce que tu me fais. Regarde comme c'est moi qui suis la victime là-dedans et c'est toi qui me manipules et regarde comme tu es une mauvaise personne parce que tu fais ci, etc. Et il va toujours dire que c'est l'autre le problème. Toujours. Parce qu'en fait, si à un seul moment il pense que c'est lui le problème, bah, en fait il s'effondre. Et j'ai dit ça un jour à quelqu'un et il m'a dit mais ça veut dire quoi s'effondrer? C'est quoi le risque? Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit cette personne elle a vraiment un socle. Du coup, s'il y en a un qui va pas, l'autre, enfin, c'est quoi s'effondrer? Et bon, ma vidéo de toute façon va probablement être censurée par YouTube et de toute façon je ne risque pas grand-chose à dire les mots dangereux du YouTube. Mais en gros, pour ce genre de personnes, euh, le risque fondamental, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est des gens, quand vous tenez que sur un seul point, le remettre en question, etc., c'est prendre le risque de vous effondrer psychologiquement et donc de mourir. Alors mourir, c'est quoi? C'est tomber dans une dépression profonde, peut-être avoir une sorte de passage à l'acte. C'est pas des risques que les humains sont prêts à prendre. Donc, ça fait déjà beaucoup, hein, tout ce que je vous dis là. Je vois que ça fait déjà quand même 25 minutes que je parle. J'espère que c'est pas trop condensé. J'espère que c'est clair ce que je dis. Mais je pense que c'est des sujets vraiment extrêmement importants. Et vous voyez ce qui est intéressant dans ce que décrivent en tout cas les témoins ici dans ce cas-ci. De nouveau, moi je vous dis pas que c'est vrai ou pas, qu'est-ce que j'en sais? Je veux dire, c'est pas avec mes 300 abonnés. Je vous adore d'ailleurs, hein, mes 300 abonnés. C'est pas avec 300 abonnés que je vais être incluse dans le monde de la vulgarisation. Donc je suis au courant de rien du tout. Euh, mais ce qu'il décrit en tout cas dans tous les témoignages que j'ai vus, d'ailleurs j'ai regardé aussi le live, enfin la rediff sur YouTube du live de Linguisticay, comment vous dites ça, où il parlait de ça. Ce qu'il décrit en fait, c'est qu'il y a une espèce d'encouragement par Léo Grasset à harceler en groupe, ou oui, à harceler en groupe, c'est ça, euh, Lisa. Lisa, c'est le nom de la victime. Dans cette, Lisa, qui est une des 8 personnes qui accusent du coup Léo Grasset de violence. Et elle, parce que si je ne vous contextualise pas, vous ne pouvez pas savoir non plus. Et entre autres, elle parle de harcèlement et d'encouragement au harcèlement. Je ne sais plus quel est exactement le terme juridique pour ça. Et donc, ça, c'est vraiment super intéressant. À un niveau psychologique, je veux dire, à un niveau psychosocial même. Et là, ouais, j'ai dû paraître un petit peu bizarre de dire que c'était intéressant, mais je vais reformuler. Euh,
ce que je trouve intéressant, c'est comment quelqu'un peut avoir autant d'emprise, pas sur une personne, mais sur suffisamment de personnes pour pouvoir gâcher la vie de quelqu'un qui a rien demandé. Et ça, je trouve ça, je ne saurais même pas vous dire. Pour avoir été victime moi-même de harcèlement pendant de nombreuses années, je, je trouve, enfin, c'est des mots qui sont peut-être bizarres parce que j'adore mon métier et je trouve la psychologie humaine fascinante et encore plus la psychologie sociale. Euh, Il y a quelque chose qui, moi, me traverse complètement, me bouleverse quand, quand j'entends ce genre de choses. Et ça que je trouve, c'est pour ça que j'utilise le mot fascinant, c'est parce que je trouve qu'il y a un truc de, mais c'est du fascinant glauque, vous voyez, c'est comme, vous voyez un film d'horreur, vous êtes juste, genre, sidéré, c'est ça. Et de se dire qu'une personne a suffisamment d'emprise pour pouvoir créer ce genre de violence et avoir autant d'impact et faire créer autant de souffrance, moi ça me bouleverse en fait. Et quels sont les... Alors de nouveau, hein, je vous dis, je parle pas exactement de Léo Grasset, je veux dire, je le connais pas spécialement, enfin pas du tout, mais pas plus que vous en tout cas. J'ai vu les mêmes vidéos de Dirty Biology. Mais ça, enfin, j'ai pas besoin que ce soit la situation de Léo Grasset. Enfin, on l'entend tout le temps. Le harcèlement de groupe, c'est quelque chose qu'on connaît. Et les, la ficelle principale du manipulateur avec ses petites marionnettes, c'est le pouvoir. Et ça, ici, quand on écoute les témoignages, on l'entend très fort, hein. Les personnes qui ont participé au harcèlement de Lisa le disent tous, pour ceux que j'ai entendus. Donc les trois personnes qui étaient sur le plateau de Mediapart et Linguisticae, que j'ai entendu, et je crois que j'ai lu quelques tweets, mais je me souviens pas du nom des youtubeurs. Ils disent tous en fait que c'est une espèce d'aura et que avait Léo Grasset et une espèce de et que le fait qu'il ait autant de pouvoir dans le YouTube game a énormément joué. Donc de nouveau là, on va se décaler de la situation de Léo Grasset. Moi, je pars de ce que j'ai entendu dans cette situation pour vous parler de théorie. Donc on se décale parce que je ne sais pas si c'est exactement que ça s'est passé comme ça, enfin, dans leur cas. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que les gens qui, euh, les gens qui utilisent leur emprise dans ce genre de situation pour obtenir ce qu'ils veulent ici, mettre Lisa de côté, l'humilier, etc., en fait, se sentent menacés eux-mêmes d'exclusion. Donc ça, c'est super intéressant dans le sujet du harcèlement moral en groupe. C'est qu'il y a énormément... Donc dans le groupe, il peut y avoir des gens qui font ça par plaisir. Ça existe. Des gens qui agressent par plaisir. C'est rare. C'est vraiment très rare. Je pense qu'il y a des chiffres qui... C'est genre quelques... 1 ou 2% de la population. Je ne veux pas dire de bêtises. Je n'ai pas été vérifier les chiffres, mais c'est très rare. Et puis, il y a celui qui est souvent le leader, comme ici. Du coup, ce serait Léo Grasset. Il y a le leader qui fait ça pour avoir son pouvoir, hein, comme on l'a dit, pour tenir sur son point là. Et puis il y a tous les autres qui, pour la plupart, font ça quand on va chercher. Hein, c'est pas nécessairement la première raison qu'ils vont vous donner. Souvent, ils vont vous dire, bah, je le croyais, etc. Mais quand on va chercher un peu plus loin, c'est des gens qui font ça pour pas que ce soit eux, en fait. Parce que ce que vit ici, dans cet exemple, Lisa, c'est une des pires choses que peut vivre un être humain. Faut pas oublier qu'on est des animaux de meutes sociaux. Faut pas oublier qu'on est des animaux sociaux et qu'une des pires choses qui puisse arriver à un être humain, c'est d'être exclu ou abandonné. Alors, peut-être que individuellement, on peut en avoir rien à cirer, mais on a normalement, enfin,
intrinsèquement, on a besoin des autres pour survivre. Du coup, être exclu ou abandonné, rejeté, etc., c'est un véritable risque de mort, entre guillemets, de mort sociale, mais qui pour votre cerveau équivaut exactement au même danger que si vous aviez un pistolet sur la tempe. Du coup, vous avez exactement le même genre de comportement que si vous aviez le pistolet sur la tempe. C'est-à-dire que vous faites ce qu'on vous dit de faire, vous imitez, etc., etc. Et tout ça, ça explique comment on en arrive à faire des choses qu'on ne veut pas faire. On fait par peur la plupart du temps. Alors, au début, ça peut jouer sur l'admiration, la confiance, on y croyait, etc. Mais ça, c'est les techniques des manipulateurs. Mais souvent, au bout d'un moment, en tout cas quand on parle avec des personnes qui ont agressé, harcelé, etc., il y a vraiment cette question de « au moins, c'était pas moi ». Et je dis pas qu'on est fier de ça. D'ailleurs, il y a aussi des études qui ont montré, et ça c'est super intéressant, que les gens qui ne participent pas ou qui s'opposent sont souvent des gens qui ont déjà vécu des choses comme ça avant, qui ont déjà été confrontés à ça, ou qui ont été confrontés à des violences ou à des injustices, et qui se sont levés contre ça par avant. Je prends un exemple plus précis. Voyez l'expérience de Milgram, ça vous dit quelque chose? Expérience sur l'autorité. Donc, Milgram, c'est un scientifique, mais vous allez voir très vite, vous connaissez probablement l'expérience, sinon sur YouTube, il y a 1 milliard de vidéos là-dessus. Milgram, c'est un scientifique qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a été choqué d'entendre tous ces soldats dire que si ils avaient fait toutes les atrocités qui sont faites, c'est parce qu'ils ont juste suivi les ordres. Et Milgram, il était là, mais comment est-ce qu'on peut tuer des gens, les torturer, etc., juste parce qu'on nous a dit de le faire? Du coup, il a fait une expérience où il demandait à des gens tout venant, n'importe qui s'étaient inscrits qui s'étaient inscrits à l'expérience, qui leur demandait d'électrocuter d'autres personnes, soi-disant parce qu'ils voulaient voir si punir par électrocution, ça permettait de mieux retenir des mots. Enfin, voilà. Globalement, c'est ça. Et il a été choqué de voir, après, il y a vraiment, cette expérience a été faite et refaite 1 milliard de fois, enfin, 1 millier de fois. En gros, ce qui ressortait, c'est qu'à partir du moment où vous avez une forme d'autorité sur quelqu'un, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez. Et là, dans son expérience, il y avait l'autorité de la blouse blanche du scientifique, et puis ils ont fait ça avec la blouse blanche du médecin. Enfin, ils ont fait ça avec plein de trucs différents. Et dans ce cas-ci, si on reprend cet exemple de nouveau, moi je vous dis, je ne sais pas pour eux exactement, mais si je reprends l'exemple de manière théorique, Léo Grasset, de ce que j'ai compris par leur témoignage, avait une forme d'autorité, étant donné que c'était quand même une ponte dans le monde de la vulgarisation scientifique. Moi, c'est ce que j'ai entendu partout en faisant mes recherches. Et du coup, c'est une figure d'autorité. Et donc, c'est quelqu'un qu'on va croire, qu'on va écouter et dont on va suivre les ordres sans vraiment se poser de questions. Et donc, j'en viens à ce que je voulais vous dire. Ils ont refait cette expérience il y a quelques années. Si vous êtes vieux comme moi, vous devez vous en souvenir. Il y a quelques années, ils ont refait ça. Soi-disant, ça passait à la télé. Et donc, c'était soi-disant un jeu télévisé où ils demandaient à des gens d'électrocuter d'autres personnes. Je précise juste que les gens ne recevaient jamais les chocs électriques. Hein. Donc, d'électrocuter, je me demande si c'est pas électrifié, les autres, enfin des gens, etc. Et les gens le faisaient parce que c'était pour gagner de l'argent, enfin des conneries comme ça. Sauf certaines personnes. Et puis ils ont interviewé ces gens, ils leur ont demandé qu'est-ce qui fait que. Et dans les gens qui disaient que pourquoi ils ne l'avaient pas fait, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient révoltés contre des gouvernements, qui étaient des militants, qui avaient déjà vécu des formes d'emprise et s'en étaient sortis, etc. Et donc en gros, si vous voulez, leur schéma mental était déjà, existait déjà. Le schéma mental de ne pas se soumettre à l'autorité si je ne suis pas d'accord avec les valeurs, etc., existait déjà en fait. Et du coup, ils pouvaient emprunter cette voie. Mais pour la plupart des gens, c'est pas un schéma mental qui existe. Et quelque part, j'ai presque envie de dire tant mieux pour eux.
qu'ils n'aient pas eu besoin de construire un schéma mental où ils devaient se révolter, etc. C'est que probablement ils vivaient dans un monde de bisounours, je sais pas. Mais super intéressant de se dire que, de manière générale, quand on a une figure d'autorité, on fait ce qu'elle dit, quitte à ce que ce soit quelque chose qui n'a rien à voir avec nos valeurs. Et d'ailleurs, je pense qu'elle s'appelle Manon, c'est Manon Bril, son pseudo, de la chaîne Une autre histoire, je sais plus. Dans le reportant, dans la vidéo, l'interview, etc. de Mediapart, elle le dit à un moment que, enfin, je sais plus exactement comment elle dit, mais que elle aurait jamais cru, quoi. Elle aurait jamais cru faire un truc pareil à une autre femme, etc. Et bon, de nouveau, je peux pas parler à sa place, hein, je sais pas, mais pour moi, ça part un peu de ça, et c'est de à quel point, quand il y a une figure d'autorité, on peut s'y soumettre, quoi. Je trouve ça dingue. Bah, on avance un peu dans notre programme, hein, et il y a encore deux choses que je veux vous dire, euh, dont comment s'en sortir, parce que c'est très important. Et puis, je vous donne un bonus à la fin. Je le note, comme ça je n'oublie pas. Voilà. La première chose que je veux dire, c'est que il y a deux manières, dans la question de l'emprise psychologique, il y a deux manières pour le dominant slash agresseur slash etc. de rentrer dans ce genre de relation. Soit c'est par la violence, bon. Soit c'est par une espèce de promesse qui n'est pas nécessairement une promesse verbalisée, mais c'est un vécu qui peut faire sentir à l'autre de fusion. Et les humains aiment bien la fusion. On aime bien fusionner en tant qu'humain. Et donc, ça peut expliquer pourquoi les victimes, entre guillemets, rentrent dans ce genre de relation. Parce que l'idée d'être tellement connecté à quelqu'un que vous n'avez même plus besoin de parler pour dire vos besoins et vos limites, qu'il y a zéro conflit possible, etc., 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 c'est une idée, mais c'est un fantasme de l'humain. Et c'est les psychanalystes, alors on peut remettre en question, hein, les psychanalystes sont souvent des hypothèses un peu farfelues, mais on peut aussi se dire que c'est une hypothèse intéressante, vont dire que c'est une espèce de recherche de l'état qu'on a quand on est tout bébé, qu'on est dans le ventre de sa maman, ou quand vraiment les premières semaines, mois, euh, la mère est obligée, enfin la mère, je dis la mère, le premier caregiver, comment on dit en français, première figure d'attachement, la première personne qui prend soin du bébé, ça peut être le mère, la père, la mère, le père, enfin voilà. Cette première figure d'attachement, c'est comme ça qu'on dit en psycho, a besoin d'activer sa capacité à fusionner avec le bébé parce que le bébé ne sait pas exprimer ses besoins et ses limites. Et donc, la figure d'attachement doit pouvoir, par empathie, deviner, mais bon, pas à partir de rien, par empathie, deviner ce dont le bébé a besoin, etc. Et les psychanalystes disent que quand on est adulte, on continue à chercher ce truc-là, ce besoin-là. Moi, ça me parle un peu parce que je me dis, c'est vrai que ce serait tellement plus simple si je pouvais tomber sur quelqu'un où j'ai jamais besoin de lui dire quelles sont mes limites, mes besoins, etc. et qui pourrait quand même les respecter et satisfaire mes besoins et tout. Ce serait génial. Mais le truc, c'est que ça marche pas comme ça. Et donc, quand on rentre dans ce genre de relation et qu'on nous fait miroiter ça, et peut-être que l'agresseur, de nouveau avec des guillemets, y croit aussi. J'en sais rien. C'est possible. Je vous dis, c'est pas que des gens méchants. Ben, je comprends que ça donne envie et qu'on rentre dans cette relation, et puis après on est pris dans toutes les étapes dont je vous ai parlé, et on est embrouillé, et on sait plus rien, etc., etc., etc. Donc ça, c'était le dernier point de théorie que je voulais vraiment vous partager, parce que je pense que c'est important. Et là, on passe à la partie la plus importante. La partie comment s'en sortir. Comment s'en sortir? La première étape pour s'en sortir,
Alors, c'est des étapes qui peuvent se chevaucher et c'est pas rigide, hein. Si vous, pour votre première étape, c'est une autre étape, ben, c'est une autre étape. Enfin, il n'y a pas de remise en question. Vous faites comme vous sentez, mais pour que ce soit plus clair, je vais donner des étapes. La première étape pour s'en sortir, c'est, si possible, d'arrêter complètement les contacts avec l'agresseur. Si pas possible, de les limiter au maximum. Pourquoi? Parce que l'agresseur, guillemets, connaît exactement les points où il faut venir toucher pour que vous retourniez dedans. C'est à l'infini. C'est pour ça qu'on a souvent rupture, on se remet ensemble, rupture, on se remet ensemble, et ça pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce que la personne puisse enfin mettre un stop. Maintenant, c'est fini. Mais limiter au maximum les contacts. Si vous avez un contact, limitez au maximum de parler de vous en fait. Faut pas parler de vous. Faut rester le plus neutre possible, que ce soit un amoureux, un ex, que ce soit un parent, que ce soit un collègue. Parce que le manipulateur, je vais utiliser ce mot même si il me plaît pas, se nourrit en fait de ça. Vous, vous êtes peut-être quelqu'un qui valorisait le fait de vous montrer vulnérable, d'être sensible, de partager, etc., vos vécus, émotions, de métacommuniquer, etc. Mais lui va avoir de la faiblesse à cet endroit-là, il va le prendre, il va s'en nourrir, il va se renforcer avec ça, et vous vous renvoyez dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas euh, nourrir le monstre. J'aime pas du tout ces métaphores, faudra que j'en trouve des meilleures. Et donc de rester le plus neutre possible. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne, vous le croisez dans la rue, vous n'avez pas à chercher à le croiser. Première option, vous le niez, vous traversez votre chemin. Deuxième option, vous dites non, je ne veux pas te parler, non, je ne te parle pas. C'est même pas je ne veux pas te parler, non, je ne te parle pas. Vous traversez votre route. Si c'est impossible de faire comme ça, ben, laissez-le déblatérer ce qu'il a à dire et ne dites rien. Si c'est pas possible comme ça, laissez-le déblatérer ce qu'il a à dire et restez le plus neutre possible. C'est-à-dire dites je vais bien ou ça va. Sûrement le minimum possible, quoi. Et puis, cassez-vous dès que vous pouvez. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et elle est vraiment très proche de la première, ça peut vraiment être dans l'autre sens, c'est de reconstituer votre maillage social, en fait. De vous reconnecter, vous recréer ce qu'on appelle un maillage social qui va vous tenir, vos amis, vos proches, des connaissances, mais quitte à vous faire de nouveaux amis. Parce que c'est eux qui vont vous tenir en fait. Parce que c'est tellement violent. C'est tellement violent de vivre des choses comme ça. On a besoin qu'on nous tienne. On a besoin qu'on nous soutienne. Et c'est avec eux que vous allez vous redécouvrir. C'est avec eux que tout d'un coup vous allez de nouveau pouvoir être vous-même. Et vous allez dire, mais en fait j'adore la personne que je suis. Pourquoi j'ai perdu mon estime de moi? Je suis trop géniale en fait comme personne. C'est grâce à eux. Et souvent c'est quand on a un bon maillage social. C'est pour ça que je vous dis peut-être c'est plutôt la première étape, celle-là. Qu'on arrive enfin à mettre sa limite auprès de l'agresseur, entre guillemets. Puisque, je vous rappelle, dans les étapes d'une emprise psychologique, il y a le fait de vous isoler. C'est pas pour rien. Donc si vous vous désisolez, si vous vous réentourez, vous avez déjà, vous gagnez déjà tellement dans, dans votre réappropriation de votre vie. La troisième étape, ça va être de venir soigner toutes les parties de vous qui ont été blessées dans cette histoire. Si je dis Nina parce que je ne sais pas quel nom choisir, ce serait de venir soigner toutes les Nina intérieures, à l'intérieur de moi. Celle qui, si c'est une relation de 6 mois, celle qui a vécu les difficultés pendant 6 mois, de venir la reconnaître dans sa souffrance, de venir, j'ai envie de dire, la câliner,
la soutenir, reconnaître sa douleur, mais aussi toutes les Nina précédentes, toutes celles que ça a réveillé. Je sais pas moi, enfin je sais pas, je dis Nina, mais c'est un très mauvais choix de mots, mais c'est pas grave. Celle qui a vécu des difficultés avec ses parents, celle qui a été confrontée bah, voilà, à du harcèlement quand elle était gamine, de venir aussi prendre soin de toutes les autres Nina à l'intérieur de soi, à l'intérieur de moi. Je n'aurais pas dû prendre cet exemple. Parce qu'elles ont aussi été blessées et qu'elles ont aussi besoin qu'on prenne soin d'elles. D'être reconnues dans leur souffrance et qu'on prenne soin d'elles, qu'on vienne les apaiser, qu'on vienne soigner leurs blessures. C'est très important. Et si vous avez besoin d'un thérapeute pour ça, allez-y. Quitte à changer une fois, deux fois, jusqu'à ce que vous trouviez un thérapeute avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est super important. Et une des choses qui est très dure dans ce genre de situation, c'est que souvent, comme c'est des gens qui sont incapables de se remettre en question, on n'aura pas le pardon. C'est-à-dire que l'autre ne viendra pas demander pardon. L'autre ne reconnaîtra pas la souffrance qu'il a fait. Au pire, il vous dira que c'est votre faute. De toute façon, c'est votre faute s'il a fait ça. Au mieux, il sera étonné. Ah bon? Moi? Ah, je me souviens pas. Je t'avais passé? Je me souviens pas. Les horreurs. Et de pouvoir retrouver votre confiance en vous, recréer votre estime de vous, vous rappeler que vous êtes 1 milliard de fois le plus de choses que juste ce que lui voulait vous faire croire que vous étiez. C'est super important. Il y a une technique qui est assez chouette, que les psys utilisent souvent, à voir si ça vous parle et si c'est le bon moment pour vous, c'est d'écrire une lettre à la personne, comme si vous alliez la lui donner, mais ne pas lui donner, parce que ce serait nourrir le monstre, entre guillemets. Euh, c'est vraiment d'écrire une lettre comme si vous lui disiez tout, et puis de la jeter ou de la brûler, vous en faites ce que vous voulez. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'écrire la lettre, votre cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et le, et, et le fait que ce soit pas pour de vrai, quoi. Votre cerveau va vraiment croire que vous lui avez dit, donc ça va déjà beaucoup l'apaiser, ça va déjà beaucoup soigner et aider à métaboliser. Par contre, ne donnez pas la lettre parce que sinon ce serait de nouveau, comme je vous dis, nourrir, lui donner plein de munitions, quoi. Donc, voilà. C'est pas un sujet évident. J'espère que je l'ai traité avec délicatesse. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Dernière chose, je voulais vous donner un bonus qui pour moi, c'est un lifesaver, c'est vraiment un truc qui sauve des vies. C'est le livre Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Euh, ce livre, mais c'est ce truc, ce livre sauve des vies. Genre vraiment. Elle a un compte Instagram, Sophie Lambda, qui est très chouette. C'est une nana qui a vécu avec quelqu'un qui était comme ça, avait une emprise psychologique. Elle a appelé ça Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Et elle explique comment elle est sortie d'une relation, je crois, de 6 mois. Avec après aussi voilà, petite difficulté, je crois, je sais plus si elle rompt ou quoi, mais après elle fait une énorme dépression et comment elle se sort de tout ça. Excellent, excellent bouquin que je recommande à tout le monde. Ça, c'est vraiment mon bonus. Achetez-le. Si tout ce dont on vient de parler vous parle, ne serait-ce que d'un tout petit pourcent, achetez-le. Vous allez voir, ça va vous, ça va faire un déclic, quoi, je suis sûre. Et son titre, Tant pis pour l'amour, pour moi, il est tellement, tellement juste. Genre, je veux dire, quand on parlait de l'amour est inconditionnel, mais les relations inconditionnelles, c'est exactement ça. Tant pis pour l'amour. La relation, c'est ça. Quel type de relation tu peux me proposer? C'est ça la question. Je voudrais quand même terminer le live
m'envoyant tout mon soutien là. Je me doute bien qu'elles verront jamais ma vidéo, mais c'est quand même important. Tout mon soutien aux victimes. On vous croit. Ça me fait mal au cœur. Je suis vraiment désolée qu'il y ait encore des gens, tous les jours, qui vivent des atrocités pareilles. Je voudrais tellement que ce soit pas le cas. J'espère que vous arriverez à soigner vos blessures de la manière la plus douce et la plus juste possible pour vous. Voilà. Bah écoutez, ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!